Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Constellation de papier, le podcast qui se prend pour une librairie. Pour l'épisode d'aujourd'hui, nous continuons notre parcours au sein de la chaîne du livre, avec une invitée dont le métier rappellera à nombre d'entre nous les années de jeunesse. Mais c'est surtout une lectrice profondément tournée vers l'accessibilité des textes et leur transmission, avec qui j'ai souhaité m'entretenir. Dans les 45 minutes qui viennent, on a parlé album jeunesse, BD, littérature des grands espaces et féminisme. Une écriture qui est très poétique et en même temps très orale. Et ça, c'est quelque chose qui m'impressionne. Ici Jérémy, libraire sans librairie, et je reçois aujourd'hui Fiona, professeure documentaliste. Salut Fiona. Salut Jérémy. Bonjour, bienvenue donc dans ce premier épisode de l'entretien que nous allons faire ensemble. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour tu es donc ma 9e invitée de cette première saison. Et donc pour éviter les accusations de complicité, je le dis avant, on se connaît un petit peu, on va préserver un peu de mystère, mais on a un petit peu travaillé ensemble. Et comme Cyril, qui était mon premier invité, tu as été libraire avant de te tourner non pas vers la bibliothèque, mais vers le beau métier de professeur documentaliste. Jusque-là, on est bien d'accord. On est d'accord, tout est clair. Et donc c'est particulièrement à ce titre-là que je suis assez content de te recevoir, parce que j'avais envie que tu nous parles un petit peu aussi des livres sur lesquels s'appuie ta pratique professionnelle. Donc c'est ce qu'on verra dans la deuxième partie, hein. Tu développeras tout ça. Pour l'instant, on va faire, entre guillemets, comme d'habitude, une première partie autour de tes lectures personnelles. Mais en tout cas, le sens de l'invitation, parmi d'autres choses, et en plus du plaisir de discuter avec toi, c'était pour parler effectivement du métier de documentaliste et de la façon dont tu l'exerces. On va commencer donc, comme d'habitude, avec la citation choisie par mon invité précédent. Mon invité précédent que tu connais, je crois, parce qu'à l'époque où on l'a invité, on travaillait dans la même librairie, toi et moi. Oui, c'est bien ça. C'est bien ça, ouais. Et il s'agit donc de Thomas Azuelos, auteur de bande dessinée, et qui nous a choisi une citation tirée du livre Sucre de pastèque. Et je te la cite. « À sucre de pastèque, les gestes étaient faits et refaits, comme ma vie est faite de sucre de pastèque. Je vais vous en parler parce que je suis ici et que vous êtes loin. » Alors, en quelques mots, pour briser la glace ensemble, si besoin était, est-ce que tu veux bien me dire ce que ça t'inspire ? Eh ben, pas évident de réagir là-dessus. Déjà, le côté absurde de la citation, et puis de l'écriture, c'est Brotigan. Ouais, c'est ça. De l'écriture de Brotigan. Et ensuite, cette deuxième partie qui est un peu plus pour moi, sur laquelle en tout cas j'arrive mieux à m'exprimer, et qui est un peu plus représentative de la littérature, où il termine par « je vais vous en parler parce que je suis ici et que vous êtes loin ». Donc il peut être une des manières, ou en tout cas une des envies qu'on peut avoir, et quand on écrit, et puis de l'autre côté quand on reçoit aussi, quand on est lecteur, lectrice, voilà, de découvrir des choses parce que quelqu'un est là-bas et que nous on est loin. Voilà, pourquoi pas. Ouais, j'écouterai ensuite l'entretien de Thomas Azuelos. Je t'avoue que, mais alors, comme c'est avec ça qu'on finit de toute façon, il y a pas forcément plus, entre guillemets, d'éclaircissement. Après, c'est la part d'interprétation aussi qui est intéressante. Moi, je t'avoue que spontanément, c'est aussi entre guillemets, la lecture, c'est aussi ce que ça m'avait évoqué, de dire tiens, cette espèce de volonté de témoigner, de s'exprimer à envers quelqu'un qui vit pas la même chose et qui est à distance, on va dire, même métaphoriquement à distance de ce qu'on vit. C'était une piste qui m'avait semblé un peu intéressante. Oui, et puis de donner une image de quelque chose de complètement absurde, lointain, incompréhensible, et puis qui s'éclaircira avec des lectures. C'est ça. Écoute, on va essayer d'éclaircir là aussi, nous aussi, avec des lectures, avec tes lectures en l'occurrence. Alors pour commencer vraiment cet entretien, je vais partir sur un petit coup de bluff. Alors, je l'ai déjà dit tout à l'heure, tu es ma 9e invitée, on l'a sûrement vu, c'est pas forcément les livres jeunesse avec lesquels je suis le plus à l'aise, et peut-être qu'un jour, maintenant que j'ai réussi à faire un épisode sur la bande dessinée, peut-être que j'arriverai à faire un épisode entièrement consacré à la littérature de jeunesse.
Mais du coup, j'ai quelques mini-bases qui me permettent d'imaginer que peut-être qu'un des premiers livres que tu as lu, en tout cas ceux dont tu me parles là, pourrait être un album jeunesse, un album vraiment quasiment de toute première découverte de la lecture pour enfants de Chris Houghton, qui s'appelle Chut, on a un plan. Est-ce que je parle bien de ce livre-là? Et est-ce Alors que oui tu et veux non. nous en dire quelques mots? Alors Chut, on a un plan, c'est un livre, donc un album jeunesse, vraiment un album tout carton. Aux éditions Thierry Magnier, il y en a plein de cet auteur, Chris Houghton, mais en fait pour moi c'était plutôt boucler la boucle et c'est comment je reviens aujourd'hui à la littérature jeunesse et à la littérature même tout petit enfant, quoi. Donc pour moi on était plutôt sur la fin plutôt que sur le début. En tout cas j'ai pas de souvenir de cet album enfant. Je suis pas sûre qu'il était déjà sorti. Ok, ouais, donc tu vois, effectivement, j'avais pris quelques précautions au début en disant, je suis vraiment pas à jour. Oui, c'est vrai que moi j'avais l'habitude de le voir, mais je me suis pas posé ces questions-là. Bon, en tout cas, maintenant qu'on est lancé sur ce plan-là, donc je suis désolé si je commence par la fin de la boucle, mais est-ce que tu veux nous en dire quelques mots? Bah alors si c'est une boucle ou un cercle, commencer par la littérature tout petit enfant, je trouve ça super intéressant et puis je trouve que c'est un univers ou des univers qui sont vraiment riches et variés. Chut, on a un plan. C'est l'histoire de quatre personnages qui se promènent dans la forêt, qui essayent d'attraper un oiseau et on est sur le principe de plein d'albums jeunesse avec des livres en boucle où quand on le termine, il y a une nouvelle histoire qui recommence et qui pourrait être la même avec une sorte d'ouverture et puis un dessin coloré dans des tons de bleu. Et chaque album de Chris Houghton pour chaque album, l'auteur et illustrateur choisit des coloris différents. Et on est vraiment sur des petits objets, petits ouvrages, mais à chaque fois assez travaillés, même s'ils restent plutôt simplistes dans les illustrations. Et puis ouais, avec des thématiques différentes, mais qui fonctionnent très bien avec les petits enfants. Donc voilà, c'était un peu, ça peut être aussi une entrée en matière et une entrée en littérature jeunesse. Et du coup, si on est sur la littérature jeunesse, je voulais rebondir parce que j'ai découvert il y a pas longtemps chez Talent Haut des éditions jeunesse et notamment une collection qui s'appelle Badaboom et qui en fait est vraiment donc dédiée aux tout petits enfants, mais avec à chaque fois des idées qu'on va essayer de transmettre, de faire passer par ces albums tout petits, sans pour autant que ce soit lourd ou quoi que ce soit. Un album notamment qui est sur la question du consentement avec un enfant qui veut aller attraper un chat, lui faire un bisou, mais aussi le taper, etc. Et puis un autre album qui essaye de renverser les codes, où c'est où est papa ou où t'es, je crois, le titre. Et puis qui va représenter les personnages dans des situations dans lesquelles on les attend pas forcément en termes de genre. Et ça, je pense que en tout cas pour moi, dans ma manière de voir la littérature, c'est quelque chose qui est important à tous les âges et qui est important dès les albums jeunesse. Oui, je pense que ce sera, on risque de reparler, on va probablement reparler de ces sujets-là et de ces angles-là au fil des entretiens, mais c'est vrai que fort heureusement, on va dire, c'est des choses qui se font de plus en plus. Il y a de plus en plus de demandes aussi, et Talent Haut est effectivement une maison d'édition depuis quelques années qui s'est un petit peu, qui y accorde une grande importance. Ils ont aussi il me semble des romans ou des histoires de jeunes Oui, moi ados, je les etc. Enfin, toute une connaissais. collection pour tous C'est les ça, âges. je les connaissais beaucoup pour leurs romans ados, qui sont à chaque fois des romans sur des thématiques sociales, mais très adaptés au public adolescent et qui n'hésitent pas à traiter de tous les sujets. Mais je les connaissais pas du tout sur leur album Jeunesse et tout petit. Donc je suis contente de découvrir ça aussi. Ok, alors tu me fais une transition toute prête, et puis maintenant, je vais avoir moi aussi, je vais avoir un plan. Je vais suivre la liste dans l'ordre et pas tenter de faire des acrobaties trop périlleuses pour moi. Donc, puisqu'on parle de littérature pour ados, jeunes ados, etc., est-ce que tu peux nous parler de Oh Boy, qui est un livre un peu classique à l'école des loisirs de Marie-Aude Muraille, et qui s'adresse, je crois, là plutôt effectivement à des lecteurs, lecteurs et lectrices qui lisent tout seuls, et qui est déjà un peu plus long. Enfin, on est sur du roman, et qui est du coup au début de ta liste. Donc là, est-ce que j'ai juste, c'est vraiment le début chronologiquement? On est bon ou pas?
Oui, oui, là on est sur le début. Après des premiers souvenirs de lecture, il peut y en avoir d'autres, mais en tout cas le début des romans marquants et qui font partie des romans que j'ai lus plusieurs fois adolescente, non, ou même pré-ado. Donc Mario de Muraille qui a écrit beaucoup et qui continue d'écrire beaucoup de romans jeunesse. Et là on va suivre une fratrie qui est en foyer dans l'attente de d'aller avec une ou l'autre personne de sa famille parce que les parents ne sont plus là, et une fratrie avec des personnages tous et toutes hauts en couleur, une toute petite qui parle beaucoup, qui nous raconte plein de choses, un adolescent et puis un enfant un peu plus jeune. Et on est, bah ouais, je pense que plus plus j'en parle ou plus j'y réfléchis, plus je me rends compte, mais sur la partie ouais, roman social, parler de réalité, mais en parler avec beaucoup d'humour, parce que c'est ce que fait Marie de Muraille, et puis des personnages qui sont toujours très attachants, attachantes. Voilà, dans mes souvenirs de lecture ado très très marquantes, y compris la couverture à l'école des loisirs avec une Barbie qu'on voyait sur le bord d'une baignoire. D'accord, oui, effectivement. Et et donc ensuite, et ça c'est pour le coup c'est en train de devenir une question que je remets quasiment à chaque fois, mais avec toi qui est donc documentaliste, elle a peut-être encore un peu plus de sens. À cet âge-là, avant de développer ou en cours de développement d'un accès par toi-même, on va dire, au livre, ça passe comment, toi, les livres que tu commences à lire un petit peu toute seule? C'est librairie, bibliothèque, c'est les parents, comment tu y accèdes et à partir de quel moment? Est-ce que tu te rappelles un petit peu, par exemple, à partir de quel moment tu sens des goûts qui s'affirment, suivre par exemple une autrice, peut-être Mario de Muraille ou quelqu'un d'autre, dire tiens ça a marché, ça marche moins. Comment est-ce que tu te rappelles un peu comment ça se forme dans ta tête? Alors au début, je pense qu'il y avait un peu le côté boulimie de lecture. Quand j'ai découvert ça, j'étais trop contente de cet univers, ou de ces univers en tout cas qui s'ouvraient. Donc je lisais un peu tout ce que je pouvais, parfois des choses que je comprenais pas du tout. Je piochais dans la bibliothèque chez mes parents, qui n'était pas une bibliothèque immense non plus, mais voilà, je piochais dans cette bibliothèque, dans les BD, et puis aussi dans les romans qu'on pouvait m'offrir. Et après, pas de librairie. Moi, la librairie, j'ai découvert plus tard, mais la bibliothèque de la petite ville où j'habitais, où j'allais assez régulièrement, et aussi régulièrement pour des piles de bandes dessinées. J'habitais pas loin à un moment, donc je faisais des gros stocks. Tu pouvais ramener des piles. Euh, Bah écoute, peut-être que du coup, peut-être qu'on peut passer, puisque tu parles de bande dessinée, peut-être qu'on peut directement faire un saut là-dedans, même si du coup là je ressors de l'ordre, je prends encore des risques. Parce que effectivement, j'imaginais bien que tu allais en mettre quelques-unes, c'est une passion que l'on partage, et du coup là il me semble que tu en proposes au moins deux. Euh, et une BD de Joe Sacco qui s'appelle Payer la Terre, qui est, je crois, une de ses plus récentes, qui est Oui. peut-être pas sa plus connue. Enfin, j'ai l'impression que celles qu'il a fait précédemment sont celles qui l'ont vraiment installée, mais c'est vrai que celle-là, elle était super. Et Un monde en pièces que je réserve pour après. Parlons d'abord de Payer la Terre, si tu veux bien nous le présenter, et après on parlera d'un monde en pièces qui est assez exceptionnel comme album. Ok, alors je refais mon petit flashback dans la bande dessinée avant. Il y a des bandes dessinées que j'ai découvertes chez mes parents un peu trop tôt. Et dans celle-ci, il y a une bande dessinée de Jean-Philippe Strassen. J'ai oublié le titre de la bande dessinée, mais c'est sur le génocide du Rwanda. Et du coup, c'est un dessin qui m'a beaucoup marqué, un dessin et une histoire qui m'ont vachement marqué parce que très violent. Et j'ai mis vachement de temps à pouvoir relire des bandes dessinées de Strassen après. C'était vraiment un dessin qui pour moi était lié à cette découverte un peu trop précoce de la violence par le biais de la bande dessinée. Donc voilà, ça c'est des choses que j'ai un peu mis de côté. Et là on fait un grand saut dans le temps parce que Payer la Terre elle est sortie plus récemment. C'est donc une BD de Joe Sacco qui est comme toutes ces bandes dessinées avec un dessin très très, j'allais dire fouillé, mais c'est pas ça du tout. C'est très fouillé, au contraire, très précis, des illustrations. Donc on est plutôt on est dans le noir et blanc. Et puis en fait c'est l'histoire des peuples autochtones du nord des États-Unis, et principalement sur ce dernier siècle.
Et puis, donc sur tout ce qui a pu se passer en termes d'exploitation du peuple autochtone, et puis aussi d'exploitation de la terre et de la manière dont elle est encore exploitée aujourd'hui pour l'extraction du gaz notamment, et des répercussions que ça peut avoir sur les habitants et habitantes qui vivent dans ces endroits-là. Et encore une fois, pour faire un pont un peu avec Strassen dont je parlais avant, c'est une BD qui est impressionnante d'histoire, mais aussi de violence, enfin qui met vraiment à jour toute la violence d'État qui a pu se dérouler dans ce pays, et puis qui continue de se dérouler, qui s'est pas arrêté. Oui, parce que si tu m'arrêtes si je me trompe, mais en gros, on part de quasiment la situation contemporaine. Et en partie les luttes qui s'articulent, donc pour les questions surtout pas mal environnementales et sociales qui en découlent, mais avec l'aide d'avocats, etc., pour réussir à contester en fait légalement un certain nombre de dispositions ou de prérogatives que s'attribuent D'appropriation des terres. d'appropriation Oui, des terres, liées à une espèce de forme d'incompréhension. Disons que le statut de la terre pour les peuples autochtones et pour celles et ceux qui ont pris les décisions d'accorder des droits dessus sont pas du tout les mêmes que celles du gouvernement canadien, qui sera un peu plus proche, on va dire, des nôtres, et qui a une espèce d'incompréhension qui se joue là et qui tente de la contester jusque sur le fond légal, en fait, sur la légalité de cette appropriation. oui, c'est ça, d'essayer à un moment, le gouvernement ou des entreprises essayent de s'approprier ces terres-là, et en fait, par le biais de l'histoire de ces peuples et puis de la manière dont les choses ont été amenées, on comprend que c'est une spoliation énorme, et puis un mépris total, et pour la terre et pour les peuples autochtones qui y vivaient. Ouais, et c'est du coup on retrouve effectivement cette de toute façon les autres BD de Joe Sacco sur il en a fait une ou deux sur l'ex-Yougoslavie, il en a fait une sur Gaza. Il y a toujours de toute façon à la fois l'histoire, les injustices évidemment, et une forte dimension sociale, et quasiment toujours, comme c'est le cas en tout cas là, de la BD, c'est de la BD documentaire, c'est du Oui. reportage en bande dessinée. Et alors là, en revanche, 100% fiction, il y a Un monde en pièces, qui est... alors si Joe Sacco a atteint quand même c'est une référence quand même dans le milieu de la bande dessinée, un monde en pièces est pour l'instant un peu plus confidentiel. Peut-être que dans 10 ou 20 ans, ce sera célèbre, mais je crois pas que ce soit encore le Alors, cas, et pourtant c'est une... oui et non, parce que donc c'est une bande dessinée, une trilogie pour le moment, de Ulysse et Gaspard Gris, et je crois qu'elle a eu un prix à Angoulême il y a quelques années, peut-être 4-5 ans. Donc il y a eu une partie de reconnaissance un peu institutionnelle par le Festival d'Angoulême, mais t'as raison sur le côté, en tout cas moins des auteurs qui sont moins reconnus pour le moment que Joe Sacco. Ouais, et puis alors moi je ne suis qu'un vil marchand, donc c'est vrai que tu as raison, il y a effectivement eu un prix à Angoulême, je saurais pas dire lequel, mais comment dire, c'est pas encore un livre qui est complètement, je trouve, installé auprès du public, on va dire, voilà. Mais effectivement, il y a une reconnaissance quand même réelle, et qui est tout à fait méritée. Oui, et du coup, pour en parler un peu plus, on est dans un univers pour le coup dystopique, et puis dans un univers qui serait transposé, où en fait notre monde, parce qu'il ressemble quand même assez fortement au nôtre, serait sur un plateau d'échecs qui est lui-même entouré de différents plateaux, donc le jeu de Go, le bagamon, etc., etc. Et puis sur ce monde-là, on a les différents personnages d'un jeu d'échecs qui vont y vivre. Donc les cavaliers, c'est la partie plutôt police. La reine, le roi, et puis les tours sont les personnes au pouvoir. Les dames sont les personnes qui émigrent d'un autre plateau. On a les fous aussi. Enfin voilà, on reprend vraiment l'ensemble des codes du jeu d'échecs pour cette fiction sociale encore, hein.
sur sur cette histoire de migration et puis aussi l'histoire politique sur ce qui peut se passer sur ce plateau-là, la manière dont les dames sont intégrées ou non. Et puis on a les fous qui montent un mouvement qui s'appelle la Tangente. Et ensuite, un autre mouvement qui est en train de sortir, qui s'appelle la Ligne, qui est là, on est sur un mouvement complètement d'extrême droite. Et au milieu de tout ça, c'est aussi énormément de références. Alors moi, je dois dire que j'aime beaucoup jouer, mais je ne sais pas jouer aux échecs. Donc je pense que si je savais jouer, il y a énormément de références que je comprendrais encore. Mais c'est là où c'est chouette, c'est que c'est pas obligatoire de connaître le jeu pour pouvoir lire cette BD. Et puis il y a énormément de blagues, de détails. Les tags dans la rue sont tous en référence au jeu d'échecs. Enfin, vraiment, je trouve que cette BD, elle est super bien vue sur tous les plans. Je trouve que tout fonctionne et puis que même si, enfin, en fait, je trouve qu'il n'y a pas de trop. Je trouve que ça, ouais, vraiment que ça fonctionne super bien et que les dessins sont très chouettes. On est évidemment que en noir et blanc. Oui, et c'est vrai que c'est extrêmement le principe de base transposé d'une certaine façon notre monde sur un plateau d'échecs, c'est assez impressionnant et ça fonctionne très très bien. Et c'est vrai que cette façon de réussir avec un nombre de pièces quand même un petit peu fini, enfin il y a les pièces du jeu d'échecs et oui, restreint. point restreint, ouais. C'est ça. Réussir à en faire quelque chose avec autant de sens autour d'une espèce d'intrigue un peu policière, il me semble. C'est un vrai tour de force. Je sais pas, c'est très différent par plein d'autres aspects, mais moi quand j'ai commencé à le lire, ça m'a un peu fait penser à Black Sad. Alors pas du tout pour le dessin évidemment, parce que Black Sad a un dessin très coloré, etc. Et là on est sur du noir et blanc, ça a vraiment rien à voir. Mais en me disant cette oui, les animaux ou les pièces d'échecs. Oui, c'est ça, voilà, les animaux dans Black Sad ou les ouais. pièces d'échecs, et de dire c'est incroyable de réussir à faire fonctionner des caractéristiques, des attitudes, des silhouettes et des traits de personnages aussi bien avec des animaux qu'avec des pièces du jeu d'échecs. Oui, c'est vrai. J'avais jamais fait ce rapprochement, mais oui, la manière dont on peut transposer notre monde et puis les caractéristiques de toutes ces personnes-là. Et ouais, en fait, dans un monde en pièces, on imagine très bien, évidemment que les cavaliers, ça va être la police. Enfin, tout se transpose super bien. Ouais, et je trouve on n'y aurait pas forcément pensé avant, parce que déjà on n'aurait pas eu l'idée. Enfin, moi je l'aurais pas eu en tout cas. Oui. Mais une fois qu'on commence à lire, il y a une espèce de forme d'évidence en disant évidemment. Ouais. Et alors j'avais tenté le coup la semaine dernière sur les adaptations en bande dessinée. J'avais pas eu beaucoup de succès. Du coup, je vais essayer avec toi pour essayer de trouver un fil. Est-ce que tu as lu l'adaptation en bande dessinée d'un livre que tu m'indiques et qui s'appelle Les étoiles s'éteignent à l'aube? Et oui ou non? Et si oui, quel regard éventuellement tu portes aussi en général sur les adaptations? Et puis après, nous parler effectivement de ce roman-là. Et non, je l'ai pas lu. Non, alors j'arrête, voilà. Est-ce que tu sais... Non, mais si, ça me parle de l'avoir vu en librairie, mais en même temps, je suis plus sûre de qui a pu faire ce dessin. Est-ce que toi, tu sais? Non, là de tête, mais je peux faire semblant et regarder discrètement sur Internet pendant que tu nous fais un résumé de l'histoire. Ou pendant que je fais la même chose. Oui, un résumé de l'histoire. Alors, Les étoiles s'éteignent à l'aube, c'est un roman de Richard Wagamez. J'en avais mis 2 parce qu'en fait, j'ai pas réussi à choisir et que les 2 sont liés parce qu'en fait, pour ces 2 romans, on suit l'histoire de Starlight, donc d'un jeune ado, et dans Les étoiles s'éteignent à l'aube, il part rejoindre son père qui est en train de mourir. Et on est sur une catégorie de romans qui, moi, me parle beaucoup. Tu as dû voir qu'il y en avait plusieurs, mais alors littérature grands espaces ou alors nature, je sais pas, mais en tous les cas, il y a le lien très fort très fort, qui est pas toujours très fort, mais qui par moment est très fort et développé entre ce fils et son père, et puis ce lien plus qu'important à la nature qui est, alors j'allais dire qu'il y a une partie de l'histoire, mais non, même pas, mais qui est plus qu'un décor, parce que c'est un élément qu'on va retrouver à plein de moments, et puis c'est un élément qui permet aussi de faire du lien entre les personnages. Mmh. Ce lien passe aussi par la nature. Et puis on redécouvre à ce moment un peu d'adieu, mais d'adieu qui va durer dans le temps,
l'histoire de ces hommes et puis de leurs origines indiennes à nouveau, comme payer la terre. Ok, et donc comme là aussi, donc comme Josako, ça se passe en Amérique du Nord. Enfin, c'est Amérique ou Mhm. Canada, quelque chose comme ça. Canada, ouais, Ouais, Canada. Colombie-Britannique. Et c'est le cas aussi de Sauvagine De que tu m'as Sauvagine, également mis oui, dans. tout à fait. Ouais, Et d'autres livres décidément. que j'ai pas mis dans la liste. Ouais. Je sais pas spécialement d'où vient ce lien, cet intérêt, mais en tout cas, je trouve que ouais, je pense que en tout cas dans les livres que moi j'ai lus canadiens, il y a ce côté rapport à la nature qui me parle beaucoup. Et puis bah peut-être je peux parler de Sauvagine, c'est une lecture que j'ai eue il y a peu de temps, mais j'ai pas noté le nom de l'autrice. Et il y a une chose que je dois dire avant qu'on continue, c'est que j'ai tendance à oublier parfois un peu ou les histoires ou les noms des auteurs, autrices des livres que je lis. Donc je me permets de chercher en direct. Voilà, elle s'appelle Gabrielle Filto Shiba. Et elle a écrit une trilogie de livres. Le premier s'appelait Encabané. Une trilogie de livres où c'est des personnes qui vivent dans la forêt. Donc là, dans ce dernier livre, on va suivre une femme qui travaille pour l'équivalent un peu de l'ONF, la protection des forêts, mais aussi des animaux et des animaux qui sont traqués. Et puis elle va être en quelque sorte prise en chasse par un braconnier. Donc on est sur un roman un peu ode à la nature, mais aussi sur le côté qu'est-ce que l'humain peut faire là-dedans, et puis les aspects pas chouettes de l'humain qui va agresser et les animaux puisque c'est un braconnier, mais aussi les femmes avec des violences sexuelles qu'on va découvrir au fur et à mesure, mais je spoile pas trop. Mais voilà, c'est un roman qui m'a beaucoup marqué. On est proche du policier, mais en même temps un roman très extérieur, et puis une écriture très travaillée, un point de vue de l'autrice qui est un point de vue féministe. Donc voilà, ça, pour moi, c'était pas mal d'éléments qui ont fait que ça m'a bien parlé. Ok. Et ouais, donc tu disais, il y a eu donc Encabané et Sauvagine et peut-être un troisième de l'autrice, c'est ça? Tout à fait un troisième, mais j'ai plus le nom en tête. Bon, c'est pas, on en a déjà deux, on a déjà de quoi faire. Et Bivouac. Bivouac. Ben merci de t'en être rappelé, c'est ça? Tout à fait. Tout à fait. Et sur la nature, parce que là, il y en a pas. Enfin, sur la nature, je me dis ces questions-là. Est-ce que tu lis des essais ou d'autres choses que des romans par rapport à ces questions de nature, une passion, je sais pas, une passion cachée pour les traités d'ornithologie, ou c'est vraiment ça te plaît à l'intérieur des romans? Non, je crois que c'est vraiment un univers où à vivre pour moi, ou dans les romans, mais non, pas en essai, pas dans ces versions-là. Ouais, le descriptif t'intéresse pas. Du coup, tu l'as indiqué, tu m'as dit que tu l'as décrit comme étant un roman féministe ou quelque chose comme ça. Mhm. Avant qu'on aborde cette question-là, on va peut-être finir sur les romans avec Nino dans la nuit, qui est un petit livre et qui, il me semble, a moins de rapport avec la nature et les grands espaces. Ouais. Et ouais, Nino dans la nuit, c'est alors si mes souvenirs sont bons, c'est Simon et Capucine Janin. Oui. Et donc c'est une écriture à quatre mains, à deux personnes, et ça, je trouve ça très riche. Et puis on va suivre un jeune ado ou tout juste adulte à Paris, dans une vie un peu décousue, qui se cherche, qui découvre et vit une grande histoire d'amour, et qui vit sa vie de jeune, nocturne, festive, etc., mais dans la galère en même temps. Et pour moi, ce qui m'a marqué vraiment dans cette écriture, c'était justement ce travail de l'écriture, et puis une écriture qui est très poétique et en même temps très orale. Et ça, c'est quelque chose qui m'impressionne, de lire des phrases, d'avoir l'impression qu'elles ont été réfléchies pendant longtemps, et en même temps d'avoir l'impression que quelqu'un peut les dire et peut les sortir, en même temps, je les entends dans mon oreille immédiatement. Mm. Donc pour moi, c'était vraiment, ouais, en Oui, termes oui. d'écriture et D'écriture et de rendu de cette
de cette oralité, c'est assez nerveux et comment dire, c'est souvent un genre ou un style, je sais pas comment dire, qui fonctionne pas toujours très bien. C'est pas évident de réussir à faire, à rendre à la fois cette énergie, cette Oui. oralité et Oui, c'est un pari, effectivement. Il y a Adrien Bels, moi je trouve 5 dans tes yeux sur Marseille, tu l'as lu? non, pas encore. Je l'ai, mais je l'ai pas encore lu. Mais vas-y, Ben, je moi je t'écoute trouve avec plaisir. qu'il utilise aussi cette oralité poétique un peu, qui fonctionne bien. Alors après, avec parfois, dans celui-ci, il y avait peut-être plus de moments où on se demande si c'est naturel ou pas, alors que pour moi, dans Nino dans la nuit, évidemment que c'est naturel, alors que non, en fait, l'écriture c'est pas naturel, c'est aussi du temps et du travail d'écriture derrière. Oui, oui, c'est probablement pas sorti lors d'une nuit de délire. Non. Enfin, c'est ce qu'on dit pour l'écriture ou d'autres choses, mais c'est qu'il faut souvent beaucoup de travail pour que ça ait l'air de pas avoir demandé beaucoup de travail, quoi. Oui, et puis j'imagine beaucoup de phrases qui en fait ne fonctionnaient pas du tout avant d'arriver à toutes ces phrases. Mais pour moi, Nino dans la nuit, en fait, c'est comme si chacune des phrases était comme ça. Et ouais, j'avais vraiment trouvé qu'il y avait une sorte de souffle énorme. Ouais. Et puis c'est un livre qui est sorti aux éditions Alia, et c'est marrant parce Mhm. que enfin c'est marrant, on s'amuse comme on peut, mais Alia c'est plutôt une maison d'édition à caractère, je vais pas dire patrimonial, mais ils éditent Oui, beaucoup qui de, reprend des classiques. c'est ça, qui reprend des classiques. Ils ont ces toutes petites collections de petits livres à 3 € et une à 6-7 avec vraiment Mhm. des textes anciens. Je pense au bateau usine ou des textes comme Mhm. ça, qui sont très souvent toujours de très bonne qualité, mais moins. Et là, c'était marrant avec Nino dans la nuit, de les voir faire un peu irruption dans la littérature ultra Très contemporaine en plus, contemporaine. Ouais. et faire un peu leur chemin. Euh, On a parlé du passé avec tes lectures de jeunesse, on a parlé de notre époque, et si on parlait du futur avec Lorraine Bastide? Ah, ah, pas mal, belle transition. Euh, Lorraine Bastide a écrit un essai qui s'appelle Futur, et c'est pour penser la suite du monde féministe. Et c'est un essai que je suis toujours en train de lire. Hein. Pour le coup, j'ai souvent plusieurs lectures en même temps, un roman, une BD plutôt le soir, et puis un essai. Alors cet essai-là, il dure depuis un petit moment. Mais voilà, par plein de domaines différents, elle essaye d'imaginer comment notre futur pourrait être féministe, et en étant féministe, comment est-ce qu'il pourrait être meilleur. Donc elle aborde les questions de justice, les questions d'éducation, avec toujours ce prisme du genre et du féminisme pour pouvoir sortir d'un monde qui est très normé, très hétérocentré et assez clivé, et puis dans lesquels il y a des multiples dominations qui s'exercent. Et je trouve que ces propositions sont intéressantes à chaque fois dans les différents domaines. Et elle a une écriture qui alterne les références parce qu'elle cite elle-même beaucoup d'écrivaines, de chercheuses, de podcasts, de films, et puis en même temps qui est ponctué de quelques anecdotes, mais sans que ça en fasse un livre unique qui pourrait ne parler qu'à elle ou à d'autres. Donc voilà, moi c'est un essai qui me parle bien, et puis je trouve qu'il ouvre pas mal de portes tout en essayant de rester j'allais dire accessible à tous et à toutes, mais oui, je pense. Et puis ouvert, enfin de jamais fermer de porte à quelques personnes en raison des différentes discriminations qui peuvent être vécues. Ouais, c'est non, oui, elle avait fait précédemment, précédemment, elle avait fait Présente. Mhm. Moi, Euh, j'ai pas lu Présente. J'avais écouté plusieurs de ces podcasts de la Poudre, mais j'ai pas lu Présente. ouais. Et alors moi, je n'ai lu que Présente. Tu vois, à tous les deux, D'accord. Ben à voilà. tous les deux, on est à jour. Mais en tout cas, je reconnais, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis sur le style et sa volonté à la fois d'accessibilité et à la fois d'embrasser vraiment les perspectives les plus larges possibles, Mhm. et de pas laisser d'angle mort et de laisser personne sur le côté, ni sur les sujets abordés, ni sur la façon dont ils sont traités, ni sur Oui.
et ni sur la manière de l'écrire, parce que c'est Oui. écrit en écriture inclusive. Et puis on sent qu'à chaque fois dans sa tête, elle se sait femme blanche plutôt riche. Et puis c'est des choses qu'elle remet en perspective régulièrement. Ouais, oui, et elle a une façon assez efficace, effectivement, de faire profiter et de partager ce qu'elle a eu la chance Mm-hmm. de lire, d'écouter, d'entendre, y compris évidemment dans son podcast qui a eu son petit succès il y a quelques temps. Mais je comprends, ouais. Enfin, je vois bien l'intérêt, en tout cas, de ces livres qui sont publiquement intéressants. Et ben du coup, on va pouvoir passer maintenant à, j'allais dire, au niveau supérieur. C'est pas ce que je voulais dire, mais toi, tu ris parce que tu te doutes de ce dont je vais te parler. Puisque de toute façon, il reste plus qu'un livre sur ta liste, c'est ça? Ah non, parce que en fait moi j'en ai fait une carte mentale. Ça, je me souviens, c'est donc quand on travaillait ensemble en librairie. On accueillait des auteurs, des autrices, et je me souviens d'une personne qui modérait les rencontres. Alors par contre, je sais plus qui c'est, mais je me souviens de ces magnifiques cartes mentales où elle notait toutes les questions qu'elle pensait poser à la personne par domaine. Donc voilà, moi j'avais repris tout ça en carte mentale, donc je suis complètement perdue dans mes schémas. D'accord. Mais, alors, on en Ah si, après, mais je pense que si, c'est c'est bon. King Kong Theory. Oui, voilà. Alors, j'allais dire, on en parlera après, mais c'est vrai que je me rappelle aussi, ça m'avait marqué cette façon de modérer des rencontres avec une carte mentale. C'est assez intriguant. Mais oui, du coup, j'allais te proposer de parler de King Kong Theory, évidemment. Et bah ça, c'est mon entrée déjà dans les essais, je pense, parce que j'avais 18-19 ans et j'ai lu à la suite tous les livres de Virginie Despentes. C'était un peu trop. Encore comme tout à l'heure sur cet aspect de la violence patriarcale, violence sexuelle, violence sociétale. Mais en tout cas, c'était une immense découverte, justement, et dans la manière d'écrire, dans le personnage, en tout cas la personne de Virginie Despentes, et puis ces récits de vie qu'elle remet systématiquement en perspective aussi avec la société. Et King Kong Theory, donc je pense que c'est le premier livre que j'ai lu d'elle, et puis ça fait partie des essais et ou des romans que j'ai relus une dizaine d'années après et qu'on relit à chaque fois avec un regard un peu différent, et j'espère le relire dans quelques années, et puis que ça puisse apporter encore des nouveaux éclairages sur notre société, et en même temps le triste constat que ça bouge un peu trop doucement. Mais voilà, en tous les cas, une lecture donc plutôt du côté essai, même si c'est romancé, qui était une entrée dans le féminisme. Oui, et oui, effectivement, c'est vrai elle fait principalement des purs romans. Et quand tu dis que tu les as lus à 18-19 ans, c'était, il me semble que ces premiers étaient quand même plus durs, plus âpres que la suite. Non pas qu'elle parle maintenant de choses faciles ou légères, mais elle s'est Oui, mais par exemple Vernon Subutex, donc la trilogie, on est, alors non, c'est pas facile ou léger, mais en tous les cas, on est vraiment sur une partie romancée, et roman à plusieurs voix, un peu fresque de société dans un Paris contemporain. Et King Kong Theory, c'est basé sur son histoire à elle, son expérience, et notamment expérience de viol, et sur la manière dont elle a grandi, dont elle s'est construite avec ça. Et ouais, moi j'en parle comme d'un essai, parce que en fait pour moi c'est un roman qui a aussi la portée d'un essai. Enfin, on est sur une frontière un peu mince entre les deux, où c'est roman, autobiographie, témoignage et portrait de société. Oui, mais en tout cas avec encore plus de rage, et quand même un fond, je sais pas si c'est théorique le mot, mais un fond, elle cherche à documenter des choses y compris sur elle-même, hein, mais il y a une, enfin, ne serait-ce que le théorie dans le titre déjà, Oui. Mais c'est aussi là effectivement un titre marquant, et comme tu disais, de voir que tu l'as lu une fois, tu l'as relu, pardon, et tu espères entre guillemets le relire. C'est vrai qu'il reste actuel. Je sais pas exactement quand est-ce qu'il a été écrit, mais il y a au moins une bonne grosse dizaine d'années. Et je dirais années 90 ou 2000.
Ouais, ce qui fait donc une bonne grosse vingtaine d'années. Et, et il garde toute sa force et toute sa rage encore maintenant. Et c'est encore un titre qui circule énormément et qui conserve une importance assez capitale, on va dire. Ouais, et une actualité. Une actualité, tout à fait. Donc je crois qu'il nous manque plus qu'un livre que j'avais laissé de côté, je sais pas pourquoi. Donc si tu veux nous dire en quelques mots, avant qu'on se salue pour cette fois, nous présenter le livre Les Printemps Sauvages. Et alors peut-être que je l'ai oublié parce que pour être absolument honnête, il ne m'évoque rien, donc je vais t'écouter très attentivement, je vais découvrir tout, un titre, un auteur, tout ça en t'écoutant. Alors ça s'appelle Les Printemps Sauvages, un roman qui a été écrit par Dounalu, et c'est aux éditions Zoé. Et on va rejoindre un peu les différents types de romans dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais c'est l'histoire d'une jeune, donc ça commence quand elle est enfant, qui vit seule avec sa mère et qui vit de moment en moment en errance à travers la forêt, et qui va nous raconter toute cette partie de vie à elle où elle a recommencé à découvrir sa mère, qui avant qu'elle parte errait justement était beaucoup moins présente. Et puis qui va nous parler aussi de son rapport avec la nature, de cette vie en extérieur, des rencontres qui ont pu se passer jusqu'à arriver à son adolescence et puis à son entrée dans l'âge adulte, un peu un roman initiatique écrit par une autrice contemporaine et aussi avec une vision féministe de la société, et puis des rapports en tout genre, rapports amoureux mais aussi amicaux. On est sur des romans qui essayent de proposer d'autres visions et puis des sortes d'autres propositions, d'aller vers d'autres choses que ce qu'on peut connaître dans la littérature et aussi dans la manière de vivre qui me parle. À propos tu parles d'autres visions, y compris dans la littérature. Une petite question pour finir, là, justement, en t'écoutant parler de ça. Est-ce que il y a quelques titres quand même, il y a pas mal de titres, on va dire, dans la liste que tu m'as indiqué, qui sont chez des éditeurs. Il y avait 2 ou 3 titres chez Zoé, donc ce qui est le cas de ce dernier-là. Un monde en pièces, j'ai plus tout à fait l'éditeur en tête, mais c'est pas sorti. C'est Presque Lune. Presque Lune, ouais, voilà, j'étais pas sûr, merci, mais voilà, donc pas dans une entre guillemets grande maison. Nino dans la nuit chez Alia. Est-ce qu'il y a une attention particulière chez toi dans les lectures vers lesquelles tu vas aux éditeurs en disant j'ai envie d'aller vers tel ou tel éditeur, ou est-ce que à l'usage tu t'aperçois qu'en fait il y a ces choses qui fonctionnent plus que d'autres? Enfin, comment tu te situes par rapport à ça? Ouais, c'est assez mélangé. Depuis que j'ai travaillé en librairie, effectivement, je fais plus attention aux petites maisons d'édition. Si jamais j'ai le choix et que je suis dans une librairie, je vais essayer, et que je cherche un roman un peu au hasard, soit je vais vraiment me tourner vers les coups de cœur des libraires parce que c'est un choix dans lequel j'ai confiance, et après sinon ça sera petite maison d'édition, des romans plutôt écrits par des femmes parce que j'espère que dans ces romans-là il y a une vision un peu moins sexiste de la société. Et ouais, petite maison d'édition, même si il y a aussi beaucoup de romans que je lis qui sortent en poche dans des maisons d'édition plus connues, mais c'est quelque chose auquel j'essaye de prêter attention, y compris dans les bandes dessinées. Ouais, ok, oui, donc c'est pas sans en faire un principe absolu, mais tu gardes un œil là-dessus, et parce que. Et après il y a aussi des maisons d'édition, alors Gallmeister pour le côté littérature des grands espaces, etc. Je sais que à chaque fois c'est des valeurs sûres, donc oui, si jamais ensuite j'identifie une maison d'édition dans laquelle je sais que, en tout cas moi ça me parlera, je continuerai d'aller vers cette maison d'édition-là. Ok, bah écoute, merci de cette réponse. Tu as dit du bien des libraires, donc moi je suis content. On peut s'arrêter là pour ce premier. T'es pas fâché, ça va? On part pas fâché. On peut donc clore ici cette première partie de l'entretien. On se retrouve donc la semaine prochaine pour parler CDI et lecture en CDI, entre autres choses. Merci beaucoup. Merci Jérémy, à bientôt. C'était le 18e épisode de Constellation de papier.
Un épisode enregistré à distance entre Marseille et Besançon le 23 mai et monté mixé le 29. Il y a un peu plus de 24 ans paraissait aux éditions Viviane Ami un des meilleurs romans de la grande Fred Vargas, L'homme à l'envers. Deuxième volume consacré à son commissaire fétiche Adamsberg, plongé au cœur du Mercantour. 10 livres plus tard, et autant d'aventures, c'est lui que l'on retrouve dans Sur la dalle, sorti il y a quelques jours. Il sera à coup sûr le compagnon parfait de votre été. À bientôt!